Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une question qui n'est plus dans l'actualité mais qui y revient, c'est l'affaire Alstom. Ce magnifique fleuron de l'industrie française qui, semble-t-il, a été vendu dans des conditions extrêmement douteuses, c'est le moins. Et pour nous parler de tout cela, Claude Rocher. Claude Rocher, merci d'être présent à ce micro. Claude Rocher, je vais laisser à Pierre le soin de vous poser la première question, mais je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a une mission parlementaire qui est sur l'affaire Alstom, présidée par le député Olivier Marleix, et qui a intéressé aussi un certain nombre d'autres députés, comme M. Jacques Miard. Il s'agit véritablement d'un énorme scandale, considérable scandale, et d'un gâchis formidable, malheureusement, dont nous allons faire la genèse en votre compagnie. Alors, évidemment, il faut rappeler aussi que Alstom a été racheté par General Electric. La rançon de tout ça, et ce que connaissent nos téléspectateurs, c'est dans l'actualité, évidemment, 1050 licenciements à Belfort, sans compter que 1000 emplois n'ont pas été créés, contrairement aux promesses. Alors la première question vous sera posée par Pierre. Je rappelle, les qualités de notre invité, qui sont grandes, bien entendu. Vous êtes professeur émérite et vous avez été ancien haut fonctionnaire à Bercy et vous dirigiez une cellule d'intelligence, de recherche sur l'intelligence économique, c'est-à-dire évidemment sur le sujet qui va nous occuper, et notamment le fameux PCPA, c'est-à-dire FCPA, Foreign Concept Corrupt Practices Act, c'est-à-dire cet instrument américain qui permet le fameux soft power américain dont vous nous parlez. Pierre, à vous. Claude Rocher, est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que représentait Alstom pour la France avant que ce groupe soit racheté par l'américain General Electric en 2014 ? Alors Alstom est une société industrielle ancienne qui a une histoire mouvementée. Jean-Michel Quatrepoint a fait un excellent livre qui retrace toute l'affaire d'Alstom, mais qui possédait un savoir-faire stratégique qui était celui des turbines nucléaires. Alors bien sûr pour les barrages, pour la turbine de propulsion du Charles de Gaulle, dans énormément de domaines qui étaient uniques. Donc naturellement, General Electric s'intéressait à cette technologie et nous étions les seuls en Europe, même quasiment dans le monde, à développer cette technologie. C'est-à-dire que, pour le faire très bref, si nous n'avons plus cette technologie, le Charles de Gaulle, les barrages, toutes ces techniques de pointe ne marchent plus. Je retire bien sûr, c'est la branche énergie, et pas la branche transport, qui n'est pas concernée, d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas acheté. Hein. On vient de liquider maintenant. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ah bah oui. Mais les Américains sont des... on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur reprocher, de connaître leur intérêt et d'être des bons systémiciens. Les systémiciens, ils vont comprendre comment un système stratégique, un système de force, va permettre de contrôler un secteur. Et là où les Français pensent que c'est la possession d'une technologie qui permet de maîtriser les choses, quand on raisonne en ingénierie système, c'est l'architecture globale. C'est l'aspect soft de cette architecture qu'il faut maîtriser, et ce qu'ils ont très très bien maîtrisé. Les Américains, bien entendu. Les Américains, bien sûr. Grâce à des outils dont nous allons parler ultérieurement, voilà. Dont le fameux FCPA. Voilà. Alors, sur l'histoire de cette firme, il y a, je pense, encore des choses à dire, parce que à un moment, on nous a dit, on a tenu le discours que finalement, Alstom était trop petite
Vous savez, ce discours qui Sur consiste... la rentabilité. Voilà. Bon. Est-ce que c'était vraiment le cas? En rentabilité, moi j'ai quasiment la moitié de mon existence travaillé sur la rentabilité des investissements publics. Ouais. Le rôle d'un investissement public, c'est pas d'être rentable, c'est d'être stratégiquement utile. La rentabilité de maîtriser cette technologie nucléaire, c'est la maîtrise globale de nos systèmes. C'est pas la rentabilité économique. Parce que ce qui rapporte de l'argent dans le chiffre d'affaires d'Alstom, c'est la maintenance des turbines. Par exemple, quand vous avez toutes les turbines du barrage des Trois Gorges en Chine, c'est pas la technologie. La technologie, vous vendez une turbine, vous la vendez très cher, vous en vendez qu'une. Ben voilà. Ce qui va vous rapporter de l'argent derrière, c'est la maintenance. Voilà. Oui, bien sûr. Et nous faisons la maintenance, nous faisions la maintenance bien évidemment, du barrage des Trois Gorges. Alors pour rentabiliser ça, mais c'est une obsession. Pour moi, les grands investissements publics, mais vous savez, c'est un très très vieux débat, parce que quand on daigne un peu lire les auteurs canoniques du libéralisme, comme Adam Smith expliquait qu'un investissement public n'avait pas à être rentable. Parce que la rentabilité, c'est sur les biens publics qui sont créés par ces investissements, et ça ne remboursera jamais à l'investisseur l'argent qu'il a mis. Donc un bien public, c'est les externalités, et c'est le bien apporté à la société. Externalités positives, bien entendu. Voilà, on peut en créer des négatives. Mais justement, le mot, vous l'avez prononcé, c'est stratégique. Bon. Or, nous avons perdu la dimension stratégique. Ouais. Alors, cette idée de stratégie, elle était devenue politiquement incorrecte. Voilà. Alors moi, on peut l'analyser politiquement pour une raison, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de l'analyser du point de vue de la culture des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire que parler d'indépendance stratégique, d'indépendance nationale, ça faisait peur. Et pour un fonctionnaire, il avait l'impression de mettre en danger sa carrière. Donc il y a des mots-clés à dire. Alors ça, depuis 20 ans, quoi, à peu près 15 ans, 15-20 ans. Oui. Il y a des mots-clés à dire. Bon, alors, il y a eu des gars comme Arnaud Montebourg qui les ont dit, qui veulent beaucoup de courage. Le seul qui est défendu. Ah, le seul. Alors, qui a parlé aussi de l'autre gros mot qui est patriotisme. Ouh là là. Voilà, alors ça, parce que patriotisme, c'est nationaliste. Marine Le Pen, Adolf Hitler, enfin, vous avez toute la série Bon, tout ça est totalement ridicule. Parce que, par exemple, un exemple très très concret, si une entreprise française ou chinoise ou n'importe quoi va vouloir acheter une entreprise aux États-Unis qui a un intérêt avec la défense nationale, l'autorité publique américaine dira non, non, c'est interdit. Oui, voilà. Et nous, on a fait la loi comment ça s'appelle, la loi de Captal, non la loi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on l'applique pas. À chaque fois, elle n'est pas appliquée, c'est ça. On dit on va l'appliquer, puis après on fait des négociations et on se déballonne. Oui, on viole la loi de blocage. La loi de blocage. Voilà. Et on viole finalement ses propres lois par couardise, j'ai l'impression, parce qu'à lire tous les documents... Alors il y a couardise, puis après il y a l'idéologie. Alors là, l'idéologie, c'est très important, parce que tous les hauts fonctionnaires ont été formés dans les grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, où c'est le rabotage par l'Union européenne. Donc on leur a dit, voilà, le problème ne se pose pas, puisque le marché nous permettra d'accéder à ces technologies critiques dans des conditions économiques, alors on a dit efficientes, enfin dans une efficience économique qui sera meilleure. Donc, ça n'est pas, c'est l'argument massu, ça n'est pas la peine de garder en toute propriété des biens qui vont nous coûter cher et qu'on fera peut-être moins bien, autant les confier au marché qui les fera de manière plus efficiente. Voilà. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas l'Europe qui a récupéré, c'est les États-Unis. Non, mais c'est l'Europe. L'Europe dans cette affaire, l'Europe a voulu s'opposer à General Electric, mais pas pour des raisons de non-concurrence, pour éviter que General Electric prenne un poids trop gros. Mais finalement, ils ont mis 10 mois, mais ils ont fini par céder. Ils ont cédé 10 mois après la signature de
de la vente de General Electric à Alstom. Alors justement, pour illustrer cette vente de General Electric, on peut citer le cas, ce fait divers assez extraordinaire, de Frédéric Pierucci, qui était l'un des cadres dirigeants d'Alstom, qui en avril 2013 va se faire arrêter à New York à sa descente de l'avion par le FBI. Quels étaient les motifs de l'agence gouvernementale pour arrêter ce monsieur ? Peut vous renvoyer à son livre, puisqu'il a eu malheureusement beaucoup de temps pour l'écrire. En prison, en effet. En prison américaine. Alors, Frédéric Pierucci, il était un cadre supérieur, très compétent, très dynamique, la quarantaine, enfin le cadre sup d'une boîte technologique haut de gamme, française, classique, qui fait bien son boulot, et qui venait de conclure un marché en Indonésie. Et en ayant conclu ce marché en Indonésie, il avait vu passer dans le marché des éléments qui disaient, en gros, notre consultant a été payé. Alors, dans le langage Alstom et de toutes ces grandes entreprises, toutes le font, ça veut dire qu'on a pris un consultant local qui était chargé d'acheter des parlementaires. Donc, c'est-à-dire c'est de la corruption. Voilà. Alors, lui ne l'avait pas fait, ne l'avait pas diligenté, lui n'avait rien touché. Naturellement. Mais avait reconnu. Il avait connu le fait qu'il ne l'avait pas dénoncé. Voilà. Alors quand les Américains l'annoncent... Et d'ailleurs, c'est un fait que tout le monde dans le business à cette échelle-là pratique ce genre de choses. Bien évidemment. Alors les Américains l'ont dit, c'était... vous faisiez une expression américaine, vous faisiez le semblant de ne pas voir. Voilà. Vous faisiez semblant de ne pas voir, vous prétendez que ça se fait. Mais alors les Américains, ils ont dit, ça fait pas mal de temps qu'on a les yeux sur Alstom. Alstom ne coopère pas. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter Patrick Cron. On veut mettre, c'est Patrick Cron... Le PDG d'Alstom. Oui, le PDG d'Alstom. C'est lui qu'on veut mettre en prison. Bon. Et donc, avant de mettre le PDG, on va mettre le numéro 2. Voilà. Et puis, ils lui ont dit, ce qu'il n'a pas compris tout de suite, parce que tout ça se passe... vous avez un effet de sidération. Oui, il a compris au bout d'un an, apparemment, que... même de 30 secondes, mais c'était trop tard. Puisque le FBI... Non, mais les raisons de son arrestation... Il a même passé les fers aux pieds. Pas tout de suite, juste après. Ouais. Il sort de l'avion, il est arrêté, il va au FBI. Donc le procureur lui dit, écoutez, on en a assez des Français, ils ne coopèrent pas. Donc, soit vous coopérez... Avec nous, vous ne prévenez pas votre ambassade, vous ne prenez pas notre entreprise et vous devenez une taupe. Voilà. Et vous avez 3 secondes pour décider. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au nom de la lutte contre la corruption, on lui demande d'être à son tour un corrupteur. Oui, parce que en droit américain, vous pouvez provoquer. Quand vous montez une affaire en France, vous ne pouvez pas provoquer. Vous ne pouvez pas monter des fausses affaires pour amener l'autre à l'autre. En droit américain, vous pouvez. Donc, il pouvait très bien être libéré, retourner dans l'entreprise et devenir informateur. Alors donc après, la question se pose, est-ce qu'il aurait pu faire ça ? Est-ce qu'il aurait pu aller voir la DGSE, dire voilà, on a retourné, puis je deviens agent double, triple, etc. Ouais. Bon. Il a refusé. Mais il avait 3 secondes. Il a raisonné en français, parce que les Américains le font, parce que les Américains savent comment ça marche. Mais les Français, ils ont un vieux goût de mauvaise éducation, ils restent honnêtes. Voilà. Et c'est ça qui les perd. Donc ils disent, je vais appeler mon ambassade qui va me défendre, et puis je vais me défendre avec un avocat. Alors, Claude Rocher, nous entrons là dans un scénario quasiment politicien, dans le pire sens du terme. Nous allons le décliner en deuxième partie, après une courte pause. Alors Claude Rocher, nous parlions à l'instant de ce Frédéric Pierucci qui a été arrêté donc à New York à sa descente d'avion en avril 2013 sur la base donc de cette fameuse loi qu'Olivier évoquait en début d'émission, à savoir le Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA, une loi fédérale américaine de 1977 qui a pour but de lutter contre la corruption d'agents publics américains ou pas à l'étranger. Et donc c'est en fonction de cette loi américaine que ce monsieur est arrêté. Est-ce
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste ce FCPA? Alors au début, ça ne concernait que les entreprises américaines. Et puis donc avec l'ouverture des marchés, ça a été codifié par la Convention de l'OCDE de la répression de la corruption, qui dispose que chaque pays doit mettre en œuvre des dispositifs qui lui permettent de combattre efficacement la corruption. Si ce pays ne le fait pas, d'autres pays peuvent agir directement. Donc c'est ce qui va donner le caractère supranational, multilatéral, l'extraterritorialité, extraterritoriale. Voilà, autrement dit, alors il faut bien sûr une clause de rattachement territorial. Dans le cas du FCPA, c'est Internet. Si vous utilisez Internet, comme vous regardez les jugements que vous trouvez, tout ça est totalement transparent. Vous allez sur le site du FCPA.com aux États-Unis, on dit et telle correspondance étant passée par tel serveur américain, tel serveur situé sur le territoire américain. Donc vous avez un point de contact territorial. D'accord. L'autre point de contact, c'est le dollar. J'allais le dire, voilà. Le privilège d'extraterritorialité. Voilà, et le dollar, puisque tout dollar est compensé aux États-Unis. Oui. Voilà. Donc, quoi que vous fassiez, eh bien, vous passez par le territoire américain. On a eu des cas de firmes entre le Kosovo et la Macédoine, ou je ne sais pas comment on dit comme ça, qui ont utilisé une boîte gmail.com et qui se sont fait ramasser pour la même chose. Hein. Il n'y avait même pas d'intérêt américain en jeu là-dedans. Voilà. Alors ça, disons, c'est pour la morale, entre guillemets. Mais la réalité, c'est que le FCPA est devenu une arme économique. Voilà. Pour s'emparer des firmes. Alors, économique dans les deux sens du terme, puisqu'aux États-Unis, on va vous parler de FCPA Inc. C'est-à-dire que le FCPA lui-même est devenu un business. Voilà. Parce qu'il fait 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires par les amendes. Par les amendes chaque année. Donc c'est considérable. Et du coup, ça soulève quelques critiques dans les entreprises américaines. Ils disent cette entreprise, au lieu de poursuivre un bien public pour les entreprises américaines, maintenant poursuit son propre intérêt. Ouais. Mais au nom de quoi, Claude Rocher, les États attaqués par les juges américains se soumettent à cette loi qui est américaine? Est-ce que les États en sont signataires de C'est extrêmement simple. Parce que c'est pour l'accès au marché public. Voilà, c'est ça. Ce que veulent les entreprises, c'est avoir accès au marché public américain. On leur dit, voilà, on va vous bloquer. Alors bien sûr, tous ceux qui sont cotés à la bourse de New York, à la SEC, va avoir à peu près les mêmes pouvoirs juridictionnels. Security and Exchange Commission. Donc ils vont s'occuper de vous aussi. Et ils vont vous bloquer l'accès au marché. Alors vous avez divers types de jugements, je ne rentre pas dans le détail, c'est le Deferred Prosecution Agreement, c'est-à-dire vous allez passer un accord avec le procureur qui va vous mettre sous observation, par exemple, pendant 3 ans. Et puis, c'est ce qui s'est passé avec Alstom. Comment ? Alstom a eu un observateur qui est venu dans... Oui, pas tout de suite, parce qu'Alstom, justement, le problème d'Alstom, c'est qu'ils ne sont pas voulu coopérer. Et ça je reviens dessus. Donc, l'entreprise, elle est bloquée. Pour ça, qu'est-ce que veulent les entreprises ? C'est payer le plus vite possible. Oui, c'est ça. Alors, les Américains, ils vont vous dire, écoutez, cher monsieur, vous voyez, là, on a eu un article de presse, voilà, et on nous dit que, voilà, vous procéderiez comme ça. Vous pouvez clarifier ça, nous expliquer ça, et confier ce dossier à un cabinet américain qui travaille avec nous, que vous allez payer vous, et qui va tout nous donner. Et, bien sûr, le principe, c'est qu'il faut tout raconter. Parce que si vous ne racontez pas tout, c'est que vous cachez. Si vous cachez, c'est pas bon. Alors là, les ennuis vont commencer. Donc, vous avez intérêt à tout dire, à signer le plus vite possible, au passage de dénoncer quelques copains, et là, vous risquez de vous... Bon, par exemple, l'amende d'Alstom était de 775 millions de dollars. Une société équivalente qui était partie au même niveau d'amende, s'en est tirée à 250 millions de dollars parce qu'ils ont négocié. Ouais. Et en France, on négocie pas.
Parce qu'en France, on pense qu'on va appeler Michel, machin chouette, à Matignon. Michel, tu vas m'arranger ça. Voilà. Ils pensent que ça marche. Mais ça ne marche pas du tout. Ça c'est des trucs d'énarques, c'est des trucs de bébés. Et donc, ils disent, oh non, on va. Ils jouent les matamors, disaient les Américains. Et ça marche pas. Et en plus, ça énerve les Américains. Parce que le principe de la négociation avec les Américains, c'est qu'on met tout sur la table et qu'on discute de rapport de force à rapport de force. Vous savez que les Américains, le principe de la discussion, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Al Capone. La jurisprudence Al Capone, c'est il faut mieux être poli et armé, mais toujours poli. Ouais. Donc, et donc, si vous négociez avec un rapport de force, ça marche. C'est ce qu'ont fait les Anglais, qui en 2011 ont adopté une loi similaire, qui s'appelle l'UK Bribery Act, où ils ont mis les Américains en tôle. Alors tout de suite, les choses se calment. Ouais. Le jour où en France on mettra un Américain en tôle, c'est ce qu'explique Montebourg, hein, immédiatement ça va se calmer. Ancien ministre de l'économie avant M. Macron. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on nous parle tout le temps d'Europe. Donc, les mêmes énarques que vous citiez tout à l'heure, les mêmes politiques nous parlent d'Europe. L'Europe n'a pas été capable d'établir une règle commune. Elle ne s'y intéresse pas, c'est pas son problème. L'Europe, elle est là pour défendre la libre concurrence et la libre circulation des biens. Alors pour les Américains, quelques freins aux abus de position dominante, mais elle ne s'intéresse absolument à ça. Et intelligence économique, ça ne veut rien dire pour l'Europe. Ouais. Donc ça n'est pas leur problème. Alors, et à nouveau, si vous êtes un jeune fonctionnaire, vous voulez faire carrière, et si vous voulez des gros salaires, il faut faire carrière à l'Union européenne. Bon, si vous commencez à rentrer là-dedans dans des trucs d'intelligence économique, vous ne ferez pas carrière. C'est pour ça que lorsque vous étiez à Bercy, que vous travaillez à la recherche d'intelligence économique sur des sujets comme ceux dont vous parlez à nos téléspectateurs, eh bien, l'ensemble de vos travaux ont été mis sous le boisseau. C'est-à-dire, moi, je les ai diffusés. J'ai convoqué énormément de monde. J'ai fait beaucoup de commissions d'audition. Frédéric a participé. Beaucoup de magistrats. Le maître Paul Albert Ivin, l'ancien bâtonnier, qui a été très actif sur cette question. D'autres, des associations de juristes qui ont beaucoup travaillé là-dessus. J'ai produit un rapport qui est très technique, qui est très bien, enfin, qui n'est pas du tout politique, qui est très technique. Bon, mais qui n'a pas été diffusé, donc je l'ai diffusé sous le timbre de mon laboratoire de recherche, qui était souvent à l'époque à l'université. Voilà. Qui s'en est désintéressé exactement comme les autres. Hein. Alors, parce que, bon, c'est donc, vous avez dit tout à l'heure, il y a une crainte, c'est politiquement correct, il y a des mots qui fâchent. Voilà. Mais en face, nous avons ce qu'on appelle le soft power américain. Oui. C'est-à-dire cette espèce de violence douce, si je puis dire, c'est un oxymore. Mais cette violence douce qui rapporte beaucoup plus que la guerre, que le hard power, et qui permet justement de s'emparer des technologies. Mais ça coûte très peu cher. Et voilà, c'est ça. Et ça la fameuse guerre avec l'Amérique, François Mitterrand, déjà en son temps, évoqué et dénoncé. Je travaille maintenant sur les villes intelligentes. Et oui, j'ai vu, en effet. Voilà. Et c'est le même problème. Il suffit de convaincre les gens que la technologie n'a pas d'odeur. Et que si on achète la bonne technologie, j'aurai quelque chose d'intelligent. Et la bonne technologie, au passage, me fait refier la technologie de la puissance dominante. Et à nouveau, on va dire, il faut mieux l'acheter. Mais on a fait ça depuis très longtemps. L'informatique française, on a dit tout de suite, il faut mieux externaliser vers les sociétés étrangères que de développer notre informatique nationale. C'est Bull, c'est l'histoire de Bull. À l'époque, on n'était pas très très bon. Mais on s'est mis sous la coupe d'entreprises étrangères et surtout qui ont fait le transfert de technologie. Parce qu'on ignore totalement cette notion de transfert de technologie et parce que derrière le soft power, il y a ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les technologies douces, c'est-à-dire c'est des trucs qui ne sont pas lourdes, mais qui sont votre manière de gérer votre rapport à la technologie, le travail de conception de la technologie et qui va vous permettre de maîtriser les choses. C'est culturel donc. Ça c'est culturel, parce que quand vous avez travaillé avec des Asiatiques qui au début savaient très bien qu'ils ne maîtriseraient pas les hard skills, c'est-à-dire la hard technologie. On a trop de retard. Bon,
ce qu'on va développer, c'est notre capacité à gérer ces hard skills. Donc, c'est les soft skills. Et progressivement, ils ont réussi le transfert de technologie. Pour en revenir, Claude Rocher, à Frédéric Pierucci, il va se rendre compte au bout d'un an que derrière son affaire judiciaire, qu'il avait été arrêté à ce moment-là pour corruption, se cache en fait une affaire d'économie politique, puisque en fait son arrestation officieusement va servir à obliger donc Patrick Cron, le PDG d'Alstom, à céder, à faire pression sur lui pour céder Alstom à General Electric. Vous voyez, on a emprisonné l'un de vos cadres, donc vous avez intérêt à nous céder votre entreprise. Ça sera avant un an, hein, parce que très vite, Alstom, qui avait dit on ne te lâchera pas, etc., l'a lâché. C'est-à-dire le Department of Justice... Il va être licencié pour abandon de poste alors qu'il était en prison. Ben oui, mais ça c'est... c'est le DOJ qui a dit, mais puisque maintenant on l'a obligé à plaider coupable, puisqu'il vous dit si vous allez au procès, vous prenez pour 200 ans, un truc... Ils ont dit on envoie à vos avocats 1,5 million de pages. Les avocats disent s'il faut lire 1,5 million de pages, c'est 12 millions de dollars de budget. Donc comment on va faire? Donc, voilà. Donc il plaide coupable. Il plaide coupable. Ouais. Une fois qu'il a plaidé coupable, c'est qu'il est coupable. Et là, il est dans la main, là. Là, il est dans la main. Il est dans les taux, là. Et alors, Alstom dit, puisque vous avez plaidé coupable, on ne va plus vous défendre. Alors, ce qui est faux, parce que depuis sortie de prison, il a trouvé une assurance pour les cadres d'Alstom qui les couvrait quand même s'ils étaient accusés. Intéressant. Voilà. Alors, il y a aussi, en annexe, mais ce n'est pas négligeable, les conditions de l'exercice du Department of Justice et les conditions de son incarcération. C'est effrayant. Alors, les conditions d'incarcération. Donc, il a été incarcéré à Rhode Island en niveau 4. Alors, le niveau 4, c'est les criminels professionnels. C'est les gens qui ne sortiront plus de tôle, qui sont depuis 30 ans. Des tueurs, il y avait El Chapo, il y avait son sicaire qui avait 185 meurtres sur le voilà. Donc c'est des gens avec qui il faut mieux être copain. Voilà. Ouais. Alors il a eu la chance d'être protégé par ce qu'ils appelaient le français, qui est un ancien de la French Connection, c'est ça, voilà, qui parlait français et qui l'a protégé. Le gars, parce que tout en prison aux États-Unis est organisé selon les races. Oui, alors là, à la fin, la dernière incarcération, c'était effectivement, il était avec des latino-américains. Voilà, il y avait quelques blancs. Voilà. Et donc, c'était extrêmement dur. Hein, c'était 72 lits dans la chambre, des meurtres, des viols, la lumière toute la journée. Oui, il raconte qu'il faut mieux faire ses besoins assis. Voilà, et puis alors, en plus, les types sont fous, ils développent des règles d'hygiène maniaques. Alors dans cette espèce de truc terrifiant. Voilà. Donc les prisons, les prisons américaines. C'est un moyen de faire de la pression psychologique. Alors, heureusement, il a un caractère très très fort, Fred, et il s'est imposé un rythme d'aller tous les matins à 8 heures, d'aller à la bibliothèque, d'aller travailler. Et là, il a étudié toute la jurisprudence du FCPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au monde, c'est le meilleur connaisseur de toutes les jurisprudences des entreprises, comment on traite les entreprises. Foreign Corrupt Practice Act. Voilà. Ouais. Donc, il est devenu expert de ça. Ses avocats américains, naturellement, l'ont lâché. Voilà, il n'avait pas du tout envie de le défendre. Et la justice, le Department of Justice américain, est quand même très curieux. Il commet des infamies, en réalité. Ah oui, tout à fait. Parce qu'ils lui font signer, il arrive, il dit voilà. Tout ça, c'est couvert par la prescription d'il y a 5 ans. Voilà. Donc, immédiatement, vous renoncez à la prescription. Voilà, c'est tout ça. Et puis on s'arrange pour qu'ils ne sortent pas de prison tout de suite, en attendant évidemment des échéances, etc. Enfin, c'est ça, ils l'ont fait. Ils l'ont retardé jusqu'à ce que la signature de la vente d'Alstom à GE soit signée. Ouais. Et là, ils ont dit bon, voilà, vous allez pouvoir sortir. Ils l'ont fait sortir, mais ils l'ont retenu quand même 4 mois aux États-Unis, en lui retenant son passeport. Ils l'ont obligé à déposer $1,5 million de caution qu'il a pu déposer par des amis américains qui ont hypothéqué leur maison. Donc ça veut dire qu'il a été forcé de revenir. Voilà. Parce que sinon, leur idée, c'est même avec la jurisprudence Strauss-Kahn, il allait quand même
se sauver et ne pas revenir. Alors nous allons faire une nouvelle pause et nous irons sur le problème des responsabilités françaises. Alors, chers téléspectateurs, avec l'affaire Alstom, nous découvrons bien des choses sur l'Amérique, mais aussi nous allons découvrir aussi sur la France et ses pouvoirs. L'affaire Pierucci est exemplaire, me semble-t-il, mais revenons un petit peu en arrière. Qui, en France, sur le plan politique, a suivi cette décision ? Il y a justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu au début vraiment de suivi, puisque ça s'est traité en douce. Alors ceux qui sont suivis, c'était Emmanuel Macron, qui a été secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'économie, qui lui disait, il y a cette fameuse phrase, on n'est pas le Venezuela, on n'a pas besoin de garder les grandes entreprises publiques comme ça. Hollande, il a dit ça. Ouais, oui, ouais. Sauf que pendant ce temps-là, les États-Unis réinjectaient quelques 130 milliards dans General Electric qui était en difficulté. Oui, voilà, donc tout à fait. les Américains faisaient ce que M. Macron refusait de faire pour la France au nom du modèle américain. Exactement. C'est assez quand même contradictoire, me semble-t-il. Alors, donc Hollande ne s'y intéressait pas du tout, parce qu'il s'intéressait à Leonarda, la nana Jacqueline Sauvage, des trucs comme ça. Oui, il y avait un peu d'indolence chez ce président. Voilà, c'est un grand méchant mou. Donc il a dit c'est un bon accord. Voilà, c'est un excellent accord équilibré, parce que après il y a de l'habillage. Il y a eu on dit c'est un accord équilibré. Donc il y avait les fameuses co-sociétés qui étaient santé du 50-50. Naturellement, il y a une, on a mis du 50-51, et puis petit à petit, tout est parti, s'est révélé un beau rêve qui n'ont jamais eu envie de respecter. Alors, ce qui était... donc moi, quand j'ai eu le dossier, c'est Fred, quand il est sorti de prison, qui est venu me voir à Bercy. Donc moi, j'ai contacté tout mon réseau, Olivier Marlex, Jacques Miard, etc. Mais par exemple, Jacques Miard n'était quasiment pas au courant. Il ne connaissait pas la situation de Fred. Ah oui. Donc, la représentation nationale ne connaît pas. Non. Il y avait le trésorier de l'UMP, il s'appelait comment, Rouquette, je ne sais plus quoi. Ouais. Lui, il s'était intéressé par la Commission des affaires économiques. À la Commission des affaires économiques, donc, Cron a été entendu. Il a menti ouvertement. Il a menti. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qui sont totalement contraires au plaidé coupable qu'a signé Alstom. Oui, il a affirmé notamment qu'il n'avait jamais reçu de quelconque pression de quelque juridiction que ce soit. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ça, il pouvait le dire parce que c'était pas sous serment. Et pourtant, il dit pendant justement cette commission parlementaire, je parle sous serment. Alors, et répète. La dernière. Mais dans la dernière, si vous regardez sa manière de s'exprimer, il est très fort. La première, c'était à huis clos. Oui. Il dit, non, c'était télévisé, mais il pouvait mentir parce qu'aucun député n'allait se mettre dans les 75 pages du plaidé coupable, rédigé en anglais juridique auquel personne ne comprend rien. Non, la deuxième audition, vous allez voir, il dit les choses juste pour être sur la limite, quoi. Oui. Il est quand même habile, il a été entraîné. Enfin, bien briefé par son avocat. Il a des types d'avocats impressionnants. Le gars est habile. Hein. Alors, il n'est plus président d'Alstom, mais tout va bien pour lui, je crois. Il a touché 4 millions de primes pour avoir réussi. Il n'a pas donné un sou à Fred, naturellement. Et 10 millions de retraite chapeau. Et quand Fred, alors, au début de l'année, a repris les négociations avec GE, qui a repris Alstom, pour le contentieux sur le contentieux du contrat de travail. Oui. Alors, là, il y avait la représentante du Department of Justice à la négociation. Oui, c'était une femme, qui l'avait fait. C'est un contrat de droit du travail français, sur le sol français, entre personnes françaises. Elle a dit, non, il faut que je demande l'autorisation au Doge. Department of Justice. Department of Justice, non, c'est pas le Doge de Venise. Hein. Voilà, non, c'est moins artistique. Voilà. Donc, ils font, mais
Ceux qui veulent. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Ils font d'ailleurs à ce point ce qu'ils veulent, c'est que Frédéric Pierucci, donc, à son retour, s'associe avec le journaliste Mathieu Aron pour écrire son livre, pour relater son histoire. Et la veille, ou non, le lendemain, quand il termine le livre, le journaliste se fait cambrioler son domicile et se fait voler son ordinateur de travail. Alors on ne sait pas qui c'est. Ça pourrait être les Américains, ça pourrait être les Français. À qui profite le crime? Ça pourrait être les deux. Ça peut être l'État français aussi. Oui. Ça peut être pour dire qu'est-ce qu'il va balancer, quoi. Qu'est-ce qu'il va révéler. Enfin, en tout cas, ils avaient peur que ça balance. Ah ben bien sûr. Bien. Ça pouvait être en effet... Et d'ailleurs, ils avaient tellement peur que ça balance que pour le retour, pour le deuxième incarcération, parce que la deuxième incarcération, donc ces avocats lui ont dit, écoute, on a fait une demande au juge pour avoir ton sentencing, c'est-à-dire le jugement définitif, et en principe, puisque tu as fait 16 mois d'incarcération, tu vas avoir 16 mois fermes. Voilà. Et finalement, ils lui mettent 30 mois. En inventant une histoire, on est dans le Connecticut, il n'y a jamais eu de condamnation au titre du FCPA. Voilà, c'est ça, c'était... Ouais. Cet État n'avait pas connu encore voilà. Voilà. Donc il a fallu faire... oui, mais le Connecticut, c'est le siège de toutes les grandes boîtes américaines, les sièges sociaux. D'un seul coup, il n'y avait plus de... Bon. Donc il prend 30 mois, avec les gaz pour ordre de remise de peine, et il est autorisé à revenir en France chercher des affaires. Et tous ses copains, il dit, beaucoup de copains, le dit, mais des professionnels, pas des militaires. N'y retourne pas, on va lever $1,5 million de dollars pour indemniser tes amis qui ont payé la caution. Mais tu risques ta vie, parce qu'ils peuvent te zigouiller. Bon, il a choisi d'y retourner, et bon, finalement, ça c'est... c'était pénible, Mais c'était beaucoup moins pénible, parce qu'il connaissait ce qui... Et imaginez son état d'esprit, parce qu'à la première incarcération, vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrêté, et vous ne savez pas pour combien de temps, et pour quel motif. C'est effrayant. Donc c'était horrible. Là, il savait qu'il y avait un terme. Il était dans des conditions d'incarcération plus correctes. La commission parlementaire est venue l'auditionner dans sa prison. Et il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Donc il faudrait rappeler à nos téléspectateurs le livre de Frédéric Pierucci. Le piège américain, l'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique témoigne. Chez Paru, c'est Jean-Claude Lattès. Voilà. Il vient d'être traduit en chinois. Alors en Chine, ça se vend comme des petits rouleaux de printemps. Il revient de Chine, et il en a vendu de 250 000, c'est rien en Chine. Oui, et puis on est en train de discuter la traduction en russe pour que nos amis russes s'intéressent à ce dossier. Alors, on pense aux Russes, pardon Pierre, mais on nous dit, la presse officielle et les officiels en général nous disent attention, danger russe, espionnage russe. Mais ce que font les Américains, en l'occurrence, c'est 10 fois ça. Les Russes sont assez malins s'ils veulent faire de l'espionnage pour ne pas se faire piquer. Oui, en tout cas. Et pas se faire prendre dans des affaires à la mort moelle-neu, comme l'affaire Skripal. Oui. Les Russes, que je fréquente beaucoup, sont des gens très intelligents, très cultivés, très subtils. À la décharge aussi, il faut peut-être le signaler, de l'exécutif français de l'époque, on peut signaler qu'Arnaud Montebourg, lui, avait fait son travail de ministre de l'économie, à savoir tout faire pour garder ce fleuron français. Oui, alors il a essayé l'accord avec Siemens, avec Bouygues, oui, il a tout fait. Mais il avait même monté une petite cellule à l'intérieur de son gouvernement pour... Mais il n'a pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu par les hommes de l'État. Voilà, ouais. Et par la bureaucratie de Bercy. Hein. Ah oui. Que vous avez côtoyé. Que j'ai côtoyé. C'est des gens que... Mais c'est des gens... Vous savez, c'est des gens qui sont sûrs de leur vérité, qui ne doutent jamais. Mais le parquet national financier, est-ce qu'il a ouvert une enquête sur ça? Alors, le parquet national financier, quand on a travaillé sur la loi Sapin 2, on avait rencontré Madame Houlette, la fameuse Madame Houlette, oui, le juge, qui nous expliquait que, mais vous savez, il y a le temps de la justice, ce n'est pas le temps de l'administration. Et monter un dossier, ça prend 5 ans. Puis après sont venues les élections. Pour Fillon, ça a pris 48 heures. Oui, 48 heures pour des histoires de costumes et de... Non, c'était... C'est des gens qui étaient de mèche. Bon, pourtant, moi, j'ai rencontré dans le monde judiciaire des gens qui avaient des réflexions saines.
qui avait vraiment réfléchi techniquement au sujet, qui avait développé des options stratégiques. Il disait, faut négocier tout de suite avec les Américains, mais négocier comment? Bon, enfin, il y avait vraiment des stratégies qui se dessinaient. Voilà. Il faut payer, et il faut faire payer, mais il faut faire payer très cher pour que ça fasse mal. Parce que, par exemple, les soucis qu'on avait, surtout pour Bercy, c'était important, c'est que toutes les entreprises qui se sont fait planter par le FCPA ont payé 12 milliards d'amendes au FCPA, c'est-à-dire au Trésor public américain. Oui. Donc ces entreprises qui ne payaient pas d'impôts par manipulation fiscale au Trésor public. Alstom avait accepté 772 millions d'amendes à payer aux États-Unis. Alors ils les ont payés, et puis au début, l'amende devait être payée par la branche transport. Ah oui. Bon. Mais le Doge a dit non, et il faut que ça se paye pour ceux qui ont fait la faute. La branche énergie. Voilà, par la branche énergie, mais comme c'est les Français qui ont fait la faute, c'est les Français de la payer. Et finalement, les Français l'ont payé 2 fois, parce qu'il y a soi-disant une pseudo-réfaction sur le prix, mais bon, on l'a payé 2 fois, en effet. Ouais. Par contre, il y avait une amende à General Electric, GE, pour les licenciements. Ah, mais ça, c'est l'amende française. Française. Voilà. Elle était d'une centaine de millions, autant que je me Oui, souvienne. quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas suivi. Est-ce qu'ils qu'elle ont a été payé? payée? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Non, on n'a pas suivi ça. Et Par contre, j'ai suivi l'affaire du dirigeant de General Electric, qui est un ancien collaborateur incroyable. de Montebourg à Bercy. Et De Macron à Bercy. De Macron, vous m'avez. Oui, je oui, crois oui. qu'il faut le citer. Hugh Bailey. Voilà, c'est ça, Hugh Bailey. Hugh Nommé Bailey. directeur général de General Electric France le 22 avril, il était conseiller pour les affaires industrielles d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. C'est du conflit Pierre, d'intérêts. répétez-nous cela encore une fois. Hugh Bailey, nommé directeur général de General Electric France le 22 avril, était conseiller pour les affaires industrielles d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie. Voilà, c'est du conflit d'intérêts. Car il faut voir que dans l'administration française, le conflit d'intérêts est courant maintenant. Il n'y a plus aucune décence commune, aurait dit Orwell. Oui. Ça n'existe plus du tout. Alors, Commande des SNC. Oui. Comment? La commande des SNC. La commande des SNC, ça n'existe plus. C'est fini. C'est fini. La vergogne. peut-être deux petites questions pour terminer, puisque le temps avance. Claude Rocher, peut-être évoquer ces 1050 nouvelles suppressions d'emplois qui ont été annoncées en mai dernier, alors que General Electric, grâce à l'accord d'Arnaud Montebourg, pouvait supprimer des emplois dès le 31 décembre dernier. Il y a plusieurs parlementaires français, Cédric Perrin et Michel Zumkeller, qui ont affirmé que le gouvernement aurait pu s'entendre avec General Electric, donc le gouvernement d'Emmanuel Macron, pour procéder à ces suppressions d'emplois après les européennes. Mais ce qu'on a déjà vu, quand j'étais en territorial, j'ai suivi beaucoup de dossiers comme ça, un accord de sauvegarde de l'emploi respecté par une entreprise qui recevait des aides. Jamais. Oui, c'est une promesse. C'est un marché de dupes. Et on le sait à l'avance. Oui, comme disait un ministre de l'Intérieur, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Que ceux qui y croient. Voilà. Mais il y a quand même une chose, c'est que il n'y a pas qu'Alstom. Je voudrais citer pour nos téléspectateurs le livre de Laurent Isard. Oui, sur le sacrifice du patrimoine national. La France vendue à la découpe. Oui. On a Sanofi, Total. Oui, tout. Technip. Alors, Technip vient de redevenir français. Mais il a laissé, entre-temps, ses meilleures technologies à la firme texane. Un petit peu comme dans le modèle Alstom. Oui, Pierucci souhaite, c'est ce qu'il explique dans son livre, que l'État français redevienne acquéreur d'Alstom. Alors lui, il fait cette proposition, lui, de le reprendre, personnellement, il fait un tour de table, il a besoin d'en gros de 800 millions pour reprendre la partie énergie. Et donc, qu'est-ce qui serait perdant dans l'histoire? Est-ce que le prix d'achat par General Electric était supérieur ou inférieur à Non, parce que le General Electric perd de l'argent, et puis il apparaît qu'ils n'ont pas le savoir-faire en termes de management pour gérer ça. Donc maintenant qu'ils ont récupéré la technologie, l'entreprise... Ils vont lâcher. Voilà, ils sont prêts à la lâcher. Parce que General Electric, en 2000, faisait 600 milliards. Pesait 600 milliards. Aujourd'hui, c'est 73 milliards.
C'est-à-dire, c'est une société qui est en difficulté. Donc, est-ce qu'il faut racheter une société en difficulté c'est On toute a la question. toujours repris des technologies. Si la technologie est bonne, et c'est le problème du business model qui est mauvais, il faut toujours reprendre une société en difficulté. Oui. Si la technologie est bonne, il faut tout reconstruire autour de cette technologie. La technologie, en l'occurrence, là, c'était autour de turbines. Oui, c'est ça. Ouais. Non, ouais. Il y a les turbines de barrage et il y a, comment ça s'appelle, Arabelle. Arabelle, Voilà. Arabelle, Et la fameuse turbine Arabelle. Voilà. Voilà. Et la technique, la turbine du porte-avions. Voilà. Charles de Gaulle, voilà. La turbine Arabelle. Mais même, vous savez, les Américains, là, quand on a commencé à se fâcher avec eux, enfin se fâcher, ça va pas aller loin, hein, parce qu'il suffit qu'ils froncent les yeux, ils ont arrêté de vendre au Charles de Gaulle, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ancres, vous savez, le truc qui tire l'avion pour le catapulter. Ah oui. Là, il y a un machin. Ils ont arrêté de le fournir. Donc le Charles de Gaulle a arrêté de fonctionner. Il ne pouvait plus Donc il ne peut plus envoyer ses avions. Ouais. catapulter ses avions. Ouais, mais quand on regarde ça, c'est ahurissant. C'est un roman policier. Oui. C'est un Oui, roman il y a de ça. policier Il y a où de tout le ça, monde, oui. toutes les élites y croient, veulent pas s'y intéresser. Oui, mais il y a quand même une véritable trahison de ces élites, il faut bien dire. Si vous regardez la jurisprudence de la haute trahison au sens de la Constitution, pour Emmanuel Macron, c'est de la haute trahison. Il a mis en cause les intérêts stratégiques de la nation. Je crois que la haute trahison l'étranger. avait été retirée de la Constitution. Alors, elle y est toujours, elle n'existe plus en tant que telle, mais juridiquement, il y a toujours une mention. C'était c'est les pas articles précis. 67 et 68 de Voilà. la Constitution, Ouais. mais on peut comprendre pourquoi Emmanuel Macron a souhaité Bah, bien sûr. retirer cette disposition. Ouais. Non, mais c'est typique de la haute trahison. Je crois que c'est sous quelqu'un- Nicolas Sarkozy que ça avait été... Oui, bah, tous. Il n'est pas le seul. Il y en a tellement maintenant. Non, voilà, Eh bien, faut réactiver ça. Claude Rocher, merci infiniment pour ces éclairages Merci qui de sont votre à la fois accueil. ceux d'un roman policier, mais ceux de quelqu'un qui connaît son affaire. Et s'il le faut, nous reviendrons sur cette D'accord. affaire parce qu'elle est emblématique. Ah ben elle va continuer. Elle va continuer. Elle va continuer, on ne va pas en rester là. Et c'est un énorme scandale. Ouais. Et il faut que ça continue. Ah oui, c'est un scandale public. Il faut que ça continue. Et à TV Liberté, nous sommes là pour informer nos Eh concitoyens. ben, c'est très bien. Il faudrait plus de TV Liberté. Nous comptons sur vous, chers téléspectateurs, à qui nous souhaitons évidemment le meilleur. Et on leur dit à très bientôt, n'est-ce pas Pierre ? À très bientôt. À très bientôt. Merci, monsieur.